Bonjour à tous. Donc, notre matinale de l'urbanisme ce matin, consacrée à l'actualité en droit de l'urbanisme. Nous serons trois à présenter et animer cette matinale. Jean-Marc Petit, expert en droit de l'urbanisme donc au bureau de Lyon. Je suis Séverine Buffet, pareil, j'interviens en droit de l'urbanisme, je suis basée à Lyon. Et Lucie Pernet, notre nouvelle associée en droit de l'urbanisme à Paris. Je vais lui laisser la parole, donc c'est elle qui va commencer. On a un sommaire assez chargé. On va essayer néanmoins de respecter la présentation d'une heure. En distanciel, vous ne pouvez pas poser des questions orales. Néanmoins, vous avez à votre disposition le chat. Vous pouvez donc communiquer avec nous via le chat. On ne répondra pas pendant la présentation d'une heure, mais à l'issue de cette présentation, on se réserve un temps d'échange et on tâchera de répondre à vos différentes questions dans un second temps. Bonjour à tous. C'est moi qui ai le plaisir de commencer cette matinale avec l'actualité législative. Et en cette fin d'année, la principale loi, voire l'unique loi qui a été adoptée est la loi Lemeur qui vise à renforcer la régulation des meublés de tourisme et qui, en réalité, va mettre une boîte à outils à disposition des collectivités pour réguler, voire interdire le développement des meublés de tourisme sur leur territoire. Alors, il y a plusieurs outils disponibles qui sont issus de plusieurs réglementations et on va aujourd'hui voir trois volets. Le volet Code du tourisme, le volet changement d'usage avec la réglementation du Code de la construction et de l'habitation et le volet urbanisme plus classique. Alors, tout d'abord, le Code du tourisme. La principale avancée, la principale modification du régime des meublés de tourisme dans le Code du tourisme, c'est l'élargissement de l'obligation d'enregistrement de ces meublés de tourisme. Jusqu'à présent, on avait une obligation de déclaration sur l'ensemble des communes pour tous les meublés de tourisme. Et seules certaines communes, celles où le changement d'usage des locaux d'habitation était soumis à autorisation, avaient la possibilité de soumettre à enregistrement ces meublés de tourisme de manière à mieux contrôler le développement de cette activité sur leur territoire. Notamment, dans le cadre de cet enregistrement, on devait indiquer si le meublé constituait ou non la résidence principale du preneur, du loueur, et ça permettait aux communes, en lien avec les plateformes, de vérifier que le seuil de 120 jours par an de location des résidences principales était bien respecté. Là, la loi Lemeur va plus loin, c'est-à-dire que cette obligation d'enregistrement va concerner désormais toutes les communes et donc tous les meublés de tourisme et pas uniquement ceux qui se situent sur les communes où le changement d'usage des locaux d'habitation est soumis à autorisation. Ça va être un enregistrement automatique. Il va falloir, de la même manière qu'auparavant, déclarer si le meublé de tourisme constitue la résidence principale ou non du loueur. Mais il ne va pas suffire de le déclarer, il va falloir le prouver par un certain nombre de pièces justificatives, dont la production d'un avis d'imposition sur le revenu au nom du loueur et potentiellement d'autres pièces justificatives qui seront explicitées par un décret futur. Par ailleurs, une grande nouveauté, c'est l'obligation de mise à jour des données de cette déclaration lorsqu'il y a des modifications et surtout une obligation de renouvellement de la déclaration, c'est-à-dire qu'une fois que le meublé est enregistré, ça ne suffit plus. Il faudra assez régulièrement mettre à jour, renouveler cette déclaration et ce numéro d'enregistrement. Une des grandes nouveautés, c'est aussi l'abaissement potentiel du seuil de 120 jours par an de location des résidences principales, qui peut donc être abaissé à 90 jours. Et ça doit être fait par une délibération du conseil municipal motivée. Ça entre en vigueur dans les prochains jours, puisque ça entre en vigueur au 1er janvier 2025. Voilà pour l'obligation d'enregistrement des meublés de tourisme. Une deuxième nouveauté dans cette loi Lemeur, c'est l'élargissement du champ, cette fois-ci de l'autorisation de location des meublés de tourisme. Cette autorisation, elle n'est pas très connue, puisque d'abord, elle ne concerne que les communes qui ont mis en place la procédure d'enregistrement des meublés, et surtout, elle ne concerne que les locaux aujourd'hui commerciaux. En réalité, c'était pour lutter contre la transformation de locaux, notamment commerciaux de rez-de-chaussée, en meublés de tourisme. On a laissé la possibilité aux communes d'instaurer un nouveau régime d'autorisation de location de ces locaux en meublés de tourisme.
Et donc, certaines collectivités ont mis en place cette autorisation. Là, la loi Le Meur va plus loin, puisque tous les locaux qui ne sont pas à usage d'habitation pourront faire l'objet de cette autorisation de location des meublés de tourisme si celle-ci est mise en place par les communes qui ont mis en place la procédure d'enregistrement. Ça signifie qu'aujourd'hui, les collectivités peuvent potentiellement réguler, voire interdire la transformation de bureaux, la transformation d'entrepôts, la transformation d'hôtels même, ou alors par exemple d'établissements culturels comme des écoles, etc., en meublés de tourisme via cette autorisation de location des meublés de tourisme au regard d'objectifs de protection de l'environnement urbain, d'équilibre entre l'emploi, l'habitat, le commerce, les services, etc. Donc c'est une autorisation supplémentaire qui sera une condition sine qua non de location de son meublé de tourisme dans les communes qui auront décidé de la mettre en œuvre. À compter du 20 mai 2026 au plus tard, qui est la date butoir à laquelle l'enregistrement devient obligatoire pour tous les meublés de tourisme, cette possibilité d'instaurer cette autorisation ne concernera que les communes qui ont établi l'autorisation de changement d'usage, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Dernière nouveauté s'agissant encore du Code du tourisme, c'est la possibilité pour le maire de suspendre la validité d'un numéro de déclaration et d'enjoindre aux plateformes de retirer, de désactiver les annonces qui concernent donc ces meublés de tourisme. Aujourd'hui, le maire peut déjà le faire lorsqu'il constate que les informations, les documents fournis sont erronés ou falsifiés ou incorrects. Désormais, il pourra aussi solliciter la désactivation des annonces lorsque l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril. Tout ça s'accompagne d'un renforcement des sanctions avec d'abord un changement de nature de la sanction pour défaut d'enregistrement qui passe d'une amende civile à une amende administrative qui sera donc gérée directement par le maire et plus par le juge et qui est augmentée à 10 000 € maximum. De la même manière, la fausse déclaration ou l'utilisation d'un faux numéro d'enregistrement peut aussi donner lieu à une amende toujours administrative jusqu'à 20 000 €. Les plateformes qui refusent de désactiver les annonces pourront, elles, être contraintes de le faire avec une amende de 50 000 € maximum prononcée cette fois-ci par le juge. Et enfin, lorsqu'on dépasse le seuil maximal de location des résidences principales, donc 120 jours ou 90 jours si le seuil de 90 jours est adopté par certaines communes, on aura une amende civile qui passe de 10 000 à 15 000 €. Donc, on a vraiment un effet le plus dissuasif possible de pratiquer la location de meublés de tourisme sans avoir toutes ces autorisations préalables nécessaires. Sur le volet usage, cette fois-ci, c'est le Code de la construction et de l'habitation, le fameux article L631-7. Là aussi, on a des modifications assez importantes de ce régime assez ancien. D'abord dans son champ d'application géographique, puisque auparavant, on avait une autorisation qui était automatiquement instaurée pour les communes de plus de 200 000 habitants, les communes de petite couronne parisienne, et puis certaines communes pouvaient volontairement se soumettre à cette autorisation de changement d'usage. Les communes en zone tendue par une délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et pour les autres communes, par arrêté préfectoral. Aujourd'hui, donc depuis le 21 novembre dernier, on n'a plus d'automatisme du régime, c'est-à-dire que c'est les communes qui doivent volontairement, par une délibération, se soumettre à cette autorisation de changement d'usage. Et toutes les communes ont la possibilité de le faire. Il n'y a plus d'arrêté préfectoral, ce sont les collectivités ou l'EPCI compétent en matière d'urbanisme qui ont la main sur cette autorisation de changement d'usage. On distingue simplement les communes qui sont en zone tendue des communes qui ne sont pas en zone tendue. Les premières peuvent, par simple délibération du conseil municipal, mettre en place cette autorisation, alors que les communes qui ne sont pas situées en zone tendue doivent prendre une délibération qui sera motivée, ou plus motivée, par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement qui entraîne des difficultés d'accès. Il faut savoir que les communes en zone tendue leur nombre a considérablement augmenté en août 2023 parce qu'un décret est venu étendre
énormément cette liste. Donc désormais, on a beaucoup de communes en zone tendue qui ont donc la possibilité d'instaurer cette autorisation. Celle qui fait le plus parler, en tout cas à Paris, de mesures de la loi Le Meur, c'est la date de référence de l'usage d'habitation. Jusqu'à présent, on avait une date qui était une date unique au 1er janvier 70. C'est-à-dire que les collectivités qui venaient contester un changement d'usage irrégulier devaient prouver qu'au 1er janvier 1970, alors pas au 31 décembre 76 ni au 2 janvier 70, eh bien au 1er janvier 70, on avait un usage d'habitation dans ce local, ce qui posait des problèmes de preuve pour les administrations qui avaient du mal à trouver des documents qui venaient établir à cette date précise un usage d'habitation, et ce qui a permis à un certain nombre de loueurs de passer un peu à travers les mailles du filet et de continuer à louer des meublés de tourisme alors qu'il était de notoriété publique que auparavant ces locaux étaient bien des logements. Après un lobbying de pas mal de municipalités, dont la ville de Paris, le législateur s'est emparé du sujet. Et donc, on n'a plus cette date unique, mais maintenant, on a 2 périodes de référence. Une première période qui vient du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1976, et une deuxième période qui est mouvante et qui est les 30 dernières années avant la contestation de l'usage par la collectivité. Si pendant ces 2 périodes, un bien a fait l'objet d'un usage d'habitation qui n'a pas été modifié par une autorisation administrative, il sera réputé à usage d'habitation et sa location, son exploitation comme meublé de tourisme ou par ailleurs son changement de destination plus classique sera soumis à autorisation de changement d'usage, autorisation qui sera préalable. La seule possibilité, c'est lorsque le bien a été construit postérieurement au 1er janvier 70 ou lorsqu'il a fait l'objet de travaux d'autorisation administrative postérieurement au 1er janvier 70. Et là, pour perdre l'usage d'habitation, il faudra non seulement une autorisation de changement de destination, classiquement du Code de l'urbanisme, mais aussi prouver que ce bien a fait l'objet d'une autorisation de changement d'usage avec compensation, qui permettra de prouver un usage autre qu'habitation et d'exploiter potentiellement ce bien comme meublé de tourisme. La loi Le Meur vient également refondre le régime d'autorisation temporaire de changement d'usage. Donc, ce régime temporaire, il est pour le coup spécifique aux meublés de tourisme. À la base, il était réservé aux personnes physiques. C'était la possibilité, donc, pour quelques années, de transformer son logement en meublé de tourisme, qui redevenait du logement automatiquement à la fin de la durée de validité de l'autorisation. Ça a été élargi aux personnes morales, mais cet élargissement aux personnes morales est venu avec pas mal de contraintes, puisque déjà, il y a un nombre maximal d'autorisations temporaires qui pourra être délivrées par l'administration sur une partie du territoire. Cette durée d'autorisation, elle doit être identique pour toutes et inférieure à 5 ans. Et surtout, on a une obligation finalement de mise en concurrence, de sélection des candidats à cette autorisation temporaire de location, qui devra être définie par une délibération du conseil municipal et qui doit présenter des garanties de publicité et de transparence. Donc, on a finalement une commercialisation de ces autorisations temporaires de changement d'usage, qui est donc désormais élargie aux personnes morales et donc aux professionnels du secteur. Là encore, on a un durcissement des sanctions qui est prévu, avec, je ne vais pas vous les détailler, mais globalement, le plus important, c'est un passage de 50 000 à 100 000 euros d'amende pour un manquement au régime de l'autorisation du changement d'usage, qui va concerner à la fois l'autorisation classique, mais également l'autorisation temporaire dont je viens de parler. Donc voilà, là encore, un effet assez dissuasif pour les personnes qui souhaiteraient s'affranchir de l'obligation d'obtenir cette autorisation de changement d'usage avant d'exploiter en meublé de tourisme. Alors, la difficulté, c'est que souvent les professionnels sont au courant de toutes ces réglementations. Pour des personnes qui font ça à titre personnel ou des personnes physiques qui vont louer leur résidence secondaire pour payer leurs charges, c'est beaucoup de règles et surtout des sanctions qui sont relativement importantes et
Et donc, du coup, il va falloir qu'il y ait une vraie information de tous sur ces nouvelles règles et sur surtout les sanctions associées pour assurer une bonne information de tout le monde. Enfin, et j'en finirai là, on revient sur l'urbanisme pur et dur avec la possibilité désormais d'instaurer des secteurs de résidence principale, donc dans lesquels les logements devront être réservés aux résidences principales. C'est le règlement du PLU qui viendra fixer ces secteurs dans les zones urbaines et à urbaniser qui se situent dans des communes en zone tendue ou dans des communes dans lesquelles on a une part de résidences secondaires très élevée, au-delà de 20%. Une simple procédure de modification simplifiée du PLU sera requise pour instaurer ces secteurs de résidence principale, donc ce qui pourra être fait relativement rapidement par les communes intéressées par cet outil. Et on aura des sanctions assez fortes là aussi, puisqu'on peut aller de la nullité du bail d'habitation qui ne réserve pas l'habitation à la résidence principale, à la nullité des promesses de vente, des promesses de location, s'il n'y a pas cette mention expresse à l'intérieur, donc une obligation d'information renforcée. Et enfin, le maire a aussi la possibilité de faire respecter ces secteurs de résidence principale en mettant en demeure potentiellement sous astreinte, de régulariser la situation et donc de faire de redevenir un logement principal, le logement qui aurait été irrégulièrement transformé. Je vais du coup laisser la parole à mes homologues lyonnais qui vont vous présenter les actualités réglementaires avant de passer à la jurisprudence. Merci Lucie. Un tout autre sujet. Bon, il y a quelques connexions, mais vous le verrez à la fin. Avec un texte important qui est paru ces dernières semaines, qui est le décret du 13 novembre 2024 qui concerne les obligations de solarisation des parcs de stationnement de plus de 1500 m². Ce décret vient en application de l'article 40 de la loi Accélération pour la production des énergies renouvelables. Alors, c'est un domaine extrêmement compliqué qui mériterait qu'on y passe peut-être une journée. Donc, je vais essayer en quelques minutes de vous rappeler d'abord l'essentiel et de vous présenter les principales dispositions du décret. D'abord, resituer ce texte dans son paysage administratif. J'ai mis paysage, mais j'aurais pu mettre dédale parce que cette législation est extrêmement compliquée. Des dispositions sont présentes dans le Code de la construction et de l'habitation, dans le Code de l'urbanisme. C'est très difficile d'y entrer et d'y circuler. Et vous avez des dispositions qui se combinent entre elles, voire qui se contredisent. Je rappelle que pour les bâtiments non résidentiels de plus de 500 m² d'emprise, vous avez des dispositions dans le Code de la construction et de l'habitation qui imposent de concevoir des toitures vertueuses. Ça, ce sont des textes qui sont parus à la fin de l'année 2023 et courant 2024. Ces textes sont censés être applicables depuis le 1er janvier 2024. En réalité, c'est venu un peu après, puisqu'il y a encore eu des textes d'application en mars 2024. Et ce qui est important pour les collectivités, c'est que ce texte-là va s'appliquer à des bâtiments publics qui jusqu'à présent n'étaient pas soumis, comme des bâtiments administratifs, sans autre précision dans la loi et le décret, mais aussi des équipements sportifs, récréatifs, scolaires, de loisirs, et puisque les bureaux aujourd'hui sont soumis au-delà de 1000 m² d'emprise, et les bureaux, cette fois, pour le coup, après le 1er janvier 2025, dès les 500 m² d'emprise. Ça, c'est pour les toitures vertueuses. Les toitures vertueuses, qu'est-ce que c'est? C'est des toitures photovoltaïques ou des toitures avec végétalisation. Autre obligation qui concerne les parcs de stationnement extérieur de ces bâtiments-là. Eux sont soumis à une exigence d'avoir un mode de gestion vertueux des eaux pluviales, évaporation, infiltration, etc. Là aussi, c'est le décret du 18 décembre 2023. Là aussi, on est dans le Code de la construction et de l'habitation et c'est à peu près le même champ d'application que pour les bâtiments eux-mêmes. C'est-à-dire que les parcs de stationnement qui sont associés à des bâtiments
de ce type-là sont assujettis à ces obligations qui concernent l'ensemble de leur surface. Puis après, on trouve des dispositions dans le Code de l'urbanisme. Code de l'urbanisme, une obligation qui concerne les parcs de stationnement extérieur d'une surface de plus de 500 mètres carrés. Vous voyez, il n'y avait pas de condition de surface pour les précédents. Et là, c'est au-delà du seuil de 500 mètres carrés. Qui est concerné? Ce sont les parcs de stationnement qui sont associés aux bâtiments dont j'ai parlé. Et ils basculent dans le Code de l'urbanisme au-delà de 500 mètres carrés. Idem pour les parcs de stationnement qui sont ouverts au public. Privés, ouverts au public, ou publics. Ils deviennent soumis au Code de l'urbanisme. L'obligation, là, c'est 50% d'ombrage. Alors, l'ombrage, ça peut être de l'ombrage végétal ou ça peut être de l'ombrage ombrière PV. Et 50% de la surface doit être vertueuse pour la gestion des eaux pluviales. Ça aussi, c'est quelque part derrière nous. Le décret date du 18 décembre 2023. Il est applicable depuis le 1er janvier 2024 et il s'est retrouvé modifié, je ne dirais pas à la marge parce que les modifications sont importantes, mais on ne va pas tellement zoomer sur ces modifications, été modifié par le récent décret du 13 novembre. Et puis, et c'est là que ce décret est important, vous avez d'autres obligations qui pèsent sur les parcs de stationnement extérieur qui, pour le coup, ont une surface de plus de 1500 mètres carrés. Donc, eux, on bascule sur une obligation de solarisation, c'est-à-dire pour l'essentiel, ombrière photovoltaïque ou procédé équivalent au sol possible également. Et là, on n'est plus dans le Code de la construction et de l'habitation, on n'est plus dans le Code de l'urbanisme, on est dans une disposition non codifiée de l'article 40 de la loi APER. Vous voyez tout de suite là la complexité de ce dispositif, ne serait-ce qu'avec cette simple présentation, puisque vous pouvez là avoir des parcs de stationnement de plus de 1500 mètres carrés qui sont soumis à la fois à l'article 40 de la loi APER, mais aussi, parce qu'ils sont des stationnements de plus de 500 mètres carrés, aux dispositions du Code de l'urbanisme. Ce décret donc, du 13 novembre 2024 était très attendu et il est applicable, sujet de complexité en plus, il est censé être applicable depuis le 1er décembre 2024. Et je vous dirai pourquoi censé. Donc, cet article 40 de la loi APER est extrêmement important, donc ce décret aussi. Ces parcs de stationnement de plus de 1500 mètres carrés sont soumis à l'obligation d'avoir sur la moitié de leur surface des dispositifs de production d'électricité par énergie solaire et ombrière ou surface au sol productrice. Mais ce qui est important dans la loi APER, c'est une mise en conformité de ces parcs de stationnement. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez en quelque sorte, c'est rare quand même dans notre droit, des obligations de faire à une date déterminée. Alors, je ne vais pas revenir sur chacune de ces dates, mais vous voyez que ces parcs de stationnement de plus de 1500 mètres carrés ont des dates pour se mettre en conformité avec l'obligation de solarisation à la hauteur de 50%. Quels sont les apports essentiels de ce décret? Le calcul de la superficie. Alors, le calcul de la superficie, 2500 mètres carrés, c'est un sujet important puisque non seulement il sert de clé d'entrée pour la soumission au-delà de 1500 mètres carrés, mais comme on a une obligation à 50%, ça vient aussi impacter la surface qui est à doter de dispositifs de production. Donc, on prend en gros tout ce qui est fonctionnellement lié au stationnement et le stationnement lui-même, c'est-à-dire les emplacements destinés au stationnement des véhicules, c'est bien évident, et de leurs remorques, est-il précisé dans le décret. Il faut être très précis, hein, là. Situés en dehors de la voie publique, les collectivités sont rassurées, il ne s'agit pas de prendre les places latérales de voirie, au sein d'un périmètre compris entre là où les entrées et là où les sorties du parc. On prend à l'intérieur des parcs de stationnement. Et on induit tout ce qui est lié fonctionnellement, c'est-à-dire les voies, les cheminements de circulation, les aménagements, les zones de péage, de parcs-mètres, permettant l'accès à ces emplacements au sein du même périmètre. Comme vous le voyez, ce sont des précisions très techniques et qui étaient indispensables. Sont en revanche exclus un certain nombre de surfaces
dont les espaces verts, les espaces de repos, les espaces logistiques, de stockage, de manutention, de chargement et de déchargement. Et puis, là aussi, le décret est important, vous avez des parties des parcs qui sont exclus de la surface de 1500 m² et qui vont être précisées par un arrêté ministériel à venir. C'est pour ça que je vous disais, c'est censé être applicable depuis le 1er décembre 2024, mais en réalité, ces arrêtés, on ne sait pas trop encore à quelle date ils paraîtront. Et ils sont pourtant indispensables à la mise en œuvre du dispositif. Évidemment, quand on parle d'une obligation de solarisation, on pense tout de suite à un champ d'exception et d'exemption. Et pour cause, on ne peut pas faire de la production photovoltaïque partout, et en tout temps et en tout lieu. Vous avez un certain nombre d'exemptions qui étaient prévues par la loi dans les grandes lignes et qui sont détaillées par le décret. Et vous avez plusieurs thèmes d'exception. Vous avez d'abord la possibilité de contraintes techniques qui rendent impossible l'installation de ces dispositifs. En particulier, une aggravation d'un risque naturel technologique ou relatif à la sécurité civile ou nationale. Des contraintes techniques liées à la nature du sol, à sa déclivité par exemple, ou à sa composition. Des contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement. Il est bien évident qu'installer des ombrières sur des terrains qui sont destinés à du stationnement d'engins de levage ou de grues est impossible avec l'installation d'ombrières. Vous avez aussi, ce qui est important, notamment dans les milieux périphériques et les milieux urbains, les contraintes patrimoniales et environnementales. Quand on est aux abords d'un monument historique, on n'a pas l'obligation de solarisation. Idem dans un SPR, dans un site inscrit. Bon, classé, on se pose rarement la question, mais dans un site inscrit, là aussi, l'obligation ne s'applique pas. À l'intérieur d'un parc, c'est bien évident, et sur un bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques également. Alors, évidemment, c'est une exemption, hein, ce n'est pas une interdiction. Simplement, l'obligation ne s'applique pas. De même, elle ne s'applique pas lorsqu'il est démontré, c'est la formulation du décret, hein, que l'installation des dispositifs est impossible en raison de leur incompatibilité avec l'application du Code de l'environnement visant à préserver l'environnement. On vise là, évidemment, des parcs qui seraient situés dans des secteurs Natura 2000 très exposés ou qui seraient en zone humide, etc. etc. Pourquoi pas non plus des parcs abritant des espèces protégées, puisque ce n'est pas incompatible pour le coup d'avoir des espèces protégées sur des parkings existants. Vous avez aussi une série d'exceptions pour les opérations d'aménagement elles-mêmes, dans lesquelles certaines conditions sont posées à l'exemption. Vous avez d'autres types d'exemptions qui sont plus financières et économiques et qui sont détaillées par le décret et qui vont être encore détaillées aussi par les arrêtés ministériels que l'on attend. Le décret s'inscrit tout à fait dans le champ, dans le sillage de la loi. Il y a quand les installations ont un impact significatif pour la rentabilité, lorsque le coût des travaux est excessif, vous avez toute une série de dispositions très techniques et financières qui sont contenues dans le décret et qui vont être détaillées par les arrêtés. Lorsque on bénéficie d'une exception, on doit évidemment en justifier, et notamment par la production d'attestations, sauf dans certains cas. Et donc, ces attestations sont à fournir dans le cadre d'un contrôle, puisque aux dates prévues de mise en conformité, des contrôles seront possibles. Et on peut comprendre, même si ce n'est pas très évident dans le décret, c'est pourtant un aspect fondamental, que ces attestations sont à produire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'urbanisme qui porterait sur un parc de stationnement nouveau de plus de 1500 m², qui pour le coup est souvent le cas dans les espaces qui sont en périmètre ABF, puisque on bascule très souvent dans le champ du permis d'aménager quand on est en présence de travaux d'aménagement ou de création de parking, alors qu'on n'est pas soumis à un permis d'aménager ailleurs.
Il y a des précisions dans le décret aussi sur la possibilité de mutualiser les obligations, c'est-à-dire sur un parc, faire moins de stationnement, faire moins de PV que sur un autre, à des conditions qui sont prévues et avec des précisions qui sont prévues par le décret. Les sanctions sont difficiles de porter un jugement sur ces sanctions. 20 000 € par an si la superficie du parc est inférieure à 10 000 m², 40 000 € par an si la superficie est supérieure à 10 000 m². Alors ça peut paraître en apparence pas très cohérent, mais ça va très bien dans la mesure où sur les superficies de plus de 10 000 m², on considère que c'est plus facile de l'égaler d'ombrières PV, alors que c'est moins facile sur des superficies inférieures à 10 000 m² pour des raisons de rentabilité aussi, surtout. Et donc, du coup, les sanctions sont plus fortes quand la superficie est importante. Pour l'entrée en vigueur, c'est ce que je vous ai dit, on ne trouve pas dans le décret lui-même une date d'entrée en vigueur. Souvent, dans cette matière-là, c'est un peu de manière discrète qu'on trouve ça dans la notice du décret, comme si c'était difficile de le mettre dans le décret lui-même. Les obligations donc, de ce décret et de l'article 40 de la loi PER s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme pour les créations de parcs de stationnement déposées à compter du premier jour du mois suivant la publication du texte, soit à compter du 1er décembre 2024. Mais, outre que la date n'est pas prévue par le décret lui-même, les arrêtés ministériels d'application ne sont pas encore publiés. Donc, on les attend pour que le dispositif soit tout à fait opérationnel. Une question lancinante qui nous occupe depuis la loi PER, c'est je suis certes obligé d'installer des ouvrages de production d'ENR, le plus facile étant les ombrières sur parking, mais et si les règles d'urbanisme m'en empêchent, car il n'est pas rare de trouver dans des zones des interdictions ou des limitations extrêmement importantes, et je pense en particulier aux règles d'emprise, puisque l'emprise au sol et la projection verticale d'une construction au sol, donc les ombrières sont tout à fait concernées par les règles d'emprise, eh bien cette éventualité, cette difficulté n'est pas du tout abordée par la loi PER et elle n'est pas plus abordée par le décret. On trouvait dans un avant-projet de décret que les organisations professionnelles avaient une disposition qui devait se retrouver dans le décret selon laquelle finalement ces obligations étaient prioritaires sur les règles d'urbanisme. C'est-à-dire que les règles d'urbanisme devaient être écartées si elles faisaient obstacle à la mise en œuvre des obligations de l'article 40. Si elles faisaient obstacle ou si elles réduisaient les possibilités ou l'obligation des 50%. On ne la retrouve logiquement pas dans le décret puisque une telle disposition ne pouvait pas figurer dans un décret, mais elle devait figurer dans la loi elle-même. Donc on ne la trouve pas dans le décret, mais fort heureusement, ou peut-être malheureusement, ce sujet sera abordé dans un projet de loi qui est en cours de discussion, qui est le projet de loi portant diverses mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne, en matière d'énergie notamment. Donc c'est un projet de loi qui est en cours d'examen et qui, inévitablement, va devoir se pencher sur la question. Donc les textes attendus. Je vous ai parlé des arrêtés ministériels, très nombreux, enfin il y en aura peut-être moins que ça, en tout cas c'est les objets là des arrêtés, donc qui conditionnent pour nous l'entrée en vigueur effective de ce dispositif obligatoire, et cette fameuse loi. Alors cette fameuse loi, finalement, elle contient quelques dispositions importantes, surtout elle commence dans le préambule du projet de loi par une critique assez forte du dispositif existant. On en est quand même à la deuxième loi dans ce domaine-là, depuis quelques années, peu d'années, donc ça va être la troisième. Il y a dans le projet de loi la reconnaissance que le dispositif est quasiment non opérationnel, trop difficile à comprendre, avec des dispositions enchevêtrées, des dispositions contradictoires, et donc l'objet de cette loi, de cette énième loi sur le sujet, va être de mettre de la cohérence entre toutes ces dispositions. Alors, il ne faut peut-être pas compter sur un allègement et sur une revue des prescriptions techniques, des exemptions notamment. Il y aura toujours l'objectif de solarisation, il y a toujours des exemptions telles qu'on les a vues, ça ne bougera guère. Ce qui va bouger, c'est
peut-être sur le fait générateur de ces obligations, et notamment dans la loi EPER, il y avait des faits déclencheurs qui étaient la signature de baux. Il est possible que ça soit revu par cette loi. Et elle va clarifier, on le pense, et ça serait souhaitable au moins, le débiteur de ces obligations. Car dans tout ce paysage et dans toutes ces obligations, vous en avez certaines qui sont au terme de la loi EPER à la charge du propriétaire du parc, et d'autres, et c'est le cas de l'article 40, on dit à la charge du gestionnaire, sauf que le gestionnaire n'est pas une notion définie, et un parc n'a pas forcément un gestionnaire. Comme cet article 40 a vocation à s'appliquer à des surfaces commerciales, à des stationnements commerciaux, ou à des stationnements de copropriété, puisque les parcs résidentiels sont aussi concernés. Voilà, il n'y a pas véritablement de gestionnaire. Donc ça, il va falloir que la question soit tranchée. Et le projet de loi envisage d'unifier la charge de ces obligations et de les mettre sur la tête du propriétaire. Sauf pour le cas où des collectivités sont propriétaires et ont un gestionnaire sous forme de concession ou de délégation de service public, ou pour le coup, par exception, là, ça serait le gestionnaire qui aurait, toujours pour l'article 40, la charge de se mettre en conformité avec ce texte. S'agissant de l'articulation entre les règles d'urbanisme et l'obligation d'implantation en ombrière, le choix, il est clairement fait dans le projet de loi. Ces obligations sont prioritaires par rapport aux règles d'urbanisme. Donc les règles de PLU, c'est ce qu'on trouve dans le projet de loi, pourraient ne pas avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des ombrières ENR. Donc on les écarterait, ces règles-là, lorsque le propriétaire d'un parc ou son gestionnaire ont l'obligation d'installer des ombrières ou des surfaces au sol. Vous voyez le choix qui est fait, c'est un choix fort. Lucie vous parlait tout à l'heure de la délimitation de secteurs dans les PLU pour des résidences principales. Ben, voilà, peut-être ça peut bloquer justement toutes les ambitions des auteurs de PLU qui, dans certains secteurs, veulent des opérations de logements sociaux, veulent des secteurs de résidence principale, mais d'un autre côté, on a aussi peut-être des parkings existants qui sont dans des zones où ils ne devraient pas être, mais l'obligation de solarisation l'emportera sur les choix du PLU. Donc ça promet de beaux débats quand même au sein des assemblées et peut-être un petit contentieux devant le Conseil constitutionnel sur la portée du principe d'autonomie des collectivités. Alors, ce projet de loi, il est en procédure accélérée. Pour le moment, l'Assemblée nationale et le Sénat n'en débattent pas, mais il est en cours d'examen devant une commission de l'Assemblée nationale. Donc, bien entendu, on s'y intéresse fortement puisqu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ces questions-là. Et nul doute que la prochaine matinale sera l'occasion de faire un point sur l'avancement de ce texte. L'autre apport du décret du 13 novembre, qui lui perdurera, c'est une chance pour les opérateurs. Le champ du seuil déclencheur du permis de construire en matière d'ombrière, mais aussi pour le PV au sol, est porté à 3 MW crête, alors qu'il n'était qu'à 1 MW crête. Donc, le champ des déclarations préalables est considérablement élargi par le décret du 13 novembre 2024, sauf dans les périmètres ABF, où le champ du permis reste à 3 kW crête. Je continue sur je vais être bavard. Ouais. Sur ce décret qui est venu quelques jours plus tôt, 5 jours plus tôt, l'actualité est riche en matière d'urbanisme, portant diverses dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme. Alors, premier petit sujet qui paraît petit comme ça, mais qui intéresse quand même les collectivités, beaucoup de collectivités, c'est l'obligation pour toutes les personnes morales d'adresser leur demande d'autorisation au droit des sols par voie électronique lorsqu'elles concernent des communes de plus de 3500 habitants. Je rappelle que ces communes de plus de 3500 habitants sont soumises depuis le 1er janvier 2022 à l'obligation de mettre en place une téléprocédure pour la transmission et l'instruction des demandes d'autorisation droit des sols. Jusqu'à présent, dans ces communes-là, les pétitionnaires avaient le choix entre un dépôt par LRAR, un dépôt contre remise en main propre, ou l'usage de la téléprocédure. Eh bien, pour les personnes morales, c'est fini. C'est obligatoirement la téléprocédure.
Alors, le Conseil supérieur de l'évaluation des normes avait émis un avis défavorable sur ce projet de décret, au motif qu'il y avait quand même une fracture numérique qui subsistait dans certains territoires ruraux et des communes qui n'avaient peut-être pas beaucoup de moyens pas assez de moyens pour instituer cette procédure de télétransmission. Mais en tout cas, le décret est sorti malgré cet avis défavorable, et donc il va concerner les petites SCI familiales comme les grosses sociétés. Mais le passage obligé, c'est la téléprocédure. Alors on se pose évidemment quelques questions hein, pour les demandeurs. Est-ce que le fait de ne pas déposer par la téléprocédure peut entraîner un risque d'irrecevabilité des demandes? Bah oui, ça serait logique. Enfin, il y a une obligation. Il n'y a peut-être pas de sanction dans le texte, mais il serait logique que les collectivités refusent les dépôts papier là où la télétransmission est obligatoire, et surtout si elle est mise en service. Après, on peut se poser des questions sur les risques d'illégalité de permis délivrés sur dossier papier, alors que la demande aurait dû être télétransmise. D'autre part, on n'est pas sûr que le permis soit illégal, puisque finalement, le respect des règles d'urbanisme, c'est quand même l'essentiel. Donc, la forme du dossier importe peu. Donc, une commune pourrait refuser. Elle pourrait peut-être accepter sans risque nécessairement d'illégalité pour le permis délivré. Et puis, pour les communes de plus de 3500 habitants, qui ne sont pas encore dotées d'un service par voie électronique conforme aux dispositions applicables, ben, il y a un risque d'être confronté à des demandes adressées par lettre recommandée électronique, parce que si on n'a pas de télétransmission, on s'expose à ce que les pétitionnaires envoient une lettre recommandée électronique, ce qui, la réception, ferait partir les délais. Donc, il faut faire extrêmement attention. S'il y a une fracture numérique et des moyens suffisants pour certaines collectivités de mettre en place les téléprocédures, attention aux lettres recommandées électroniques et à la gestion des délais d'instruction si vous recevez une demande sous cette forme. Voilà, ça fait partie des questions pratiques qui se posent pour cette règle. Autre disposition importante dans ce même décret, c'est une disposition qui concerne les lotissements et la possibilité d'avoir des GFA, des garanties de lotissement, par tranche. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, les lotisseurs, quand ils déposent des demandes de permis d'aménager, quand ils ont un lotissement soumis à permis d'aménager, ils sont obligés de présenter, s'ils s'orientent vers une commercialisation avant l'achèvement des travaux communs, hein, bien sûr, mais ils ont l'obligation d'avoir une GFA globale, c'est-à-dire portant sur l'ensemble des équipements communs qui sont programmés. Donc c'est une contrainte assez importante, puisque comme vous le savez, au moins les lotisseurs, les GFA sont coûteuses quand même, donc ça représente un certain coût pour eux, un coût qu'ils portent sur toute la durée de l'opération quand la GFA est totale. Bon. Eh bien, ce texte, enfin, sous la pression de syndicats, d'aménageurs et de lotisseurs, ce texte, enfin, est assoupli et on peut avoir des GFA partielles. Donc, cette GFA partielle, soit elle est prévue dans le PA initial, ce qui est quand même rare à ce stade-là, puisque les banques ne délivrent pas de garantie à ce stade-là, mais le plus souvent, c'est à l'occasion d'un arrêté modificatif. Donc, le principe est assez simple si on le présente dans le temps. Le permis d'aménager ou un permis d'aménager modificatif comprendrait un plan des tranches et une attestation de garantie pour la première tranche. L'autorisation de permis d'aménager ou de modificatif autoriserait la vente par tranche sur justification des garanties suivantes. Le lotisseur procéderait à la réalisation de la première tranche. Une fois qu'il aura réalisé les équipements desservant les lots, les permis de construire pourront être délivrés sur les lots. Ça, c'est le rappel, l'articulation avec les règles de délivrance des permis en lotissement. Et puis, lorsqu'il a fini sa première tranche, il déposera sa DAACT pour la première tranche, plus la justification de la garantie de la deuxième tranche. Et ça, ce dépôt de la DAACT avec la garantie de la deuxième tranche aura pour effet de lever la garantie de la première tranche. Et ce dépôt entraînera l'autorisation de vendre pour la deuxième tranche, et ainsi de suite. Donc, c'est un dispositif qui est assez simplement décrit et intéressant. Attention quand même à deux aspects, aussi les questions pratiques que l'on peut se poser. Attention à la notion de tranche.
ça ne concerne pas le délai de mise en œuvre des permis d'aménager. C'est deux choses indépendantes. Là, on parle uniquement de la constitution de GFA par tranche. Mais vous avez toujours le délai de validité des permis d'aménager qui, lui, n'est pas conçu en fonction du nombre de tranches. Donc, il ne faut pas interrompre ces travaux pendant plus d'un an au-delà du délai de validité globale du PA. Et pour la collectivité, moi, la question que je me pose, c'est l'effet induit, dans la mesure où le texte dit que le seul dépôt de la DAACT et de la garantie de la deuxième tranche entraîne la levée de la garantie de la première tranche. C'est que devient la levée de garantie de la première tranche lorsque la collectivité s'aperçoit, au vu de la DAACT, qu'il y a des non-conformités. Et ça me paraît un problème pratique. Alors, à l'avantage des lotisseurs, mais une difficulté pour des collectivités et qui peut être le prolongement, ça peut être la nécessité de réagir à temps lorsqu'elle décèle des non-conformités avant la DAACT pour actionner la garantie. Voilà, et ça, alors pour les demandes de permis par la téléprocédure dans les communes de plus de 3500 habitants, c'est à compter du 1er janvier 2025. Donc pour les sociétés qui rechignent, déposer avant en dossier papier. Et pour la disposition sur la possibilité de mettre dans les permis d'aménager nouveaux ou modificatifs le plan des tranches pour bénéficier des GFA partiels, c'est à compter du 21 décembre 2024, donc très prochainement. Dans la continuité, donc l'actualité législative, réglementaire, on continue dans l'actualité réglementaire avec un arrêté du 18 octobre 2024 portant diverses mesures relatives au formulaire des autorisations d'urbanisme. J'irai rapidement, d'autant plus qu'on est largement en train de déborder sur notre timing, vu que derrière, il y a aussi une actualité jurisprudentielle assez riche, donc je ne vais pas m'attarder sur ce premier point. Il y a donc du coup la création d'un nouveau SERPA pour les déclarations préalables modificatives. C'est simplement une entérination d'une pratique qui était déjà reconnue par la jurisprudence. Il y a donc tout simplement un formulaire SERPA maintenant qui est prévu pour les DP modificatives. Il a été codifié donc dans le volet DP modificatif pour les travaux et on a son pendant aussi pour les DP aménagement. Il y a aussi un nouveau formulaire SERPA pour les demandes de transfert des déclarations préalables. Ces formulaires SERPA donc, pourront être utilisés pour toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme modificatives ou de transfert des DP à compter du 1er janvier 2025. On attaque sur l'actualité jurisprudentielle. Alors, sur l'actualité jurisprudentielle, un premier sujet qui concerne le certificat d'urbanisme et la cristallisation des règles par le certificat d'urbanisme. Comme vous le savez, un certificat d'urbanisme, sa vertu, sa portée, c'est de cristalliser les règles d'urbanisme pendant une durée de 18 mois à compter de la date de sa délivrance. Donc, pendant cette période-là, les demandes de permis de construire ou d'autorisation d'urbanisme qui seraient déposées se voient appliquer les règles d'urbanisme qui étaient applicables à la date de délivrance du certificat d'urbanisme. Récemment, le Conseil d'État, c'est un arrêt du 18 novembre 2024, est venu apporter 2 précisions sur le mécanisme de cristallisation du certificat d'urbanisme. La première précision, c'est de nous dire que peu importe que le CU soit exécutoire ou non, l'effet cristallisateur du certificat d'urbanisme joue quand bien même, donc se poserait la question du caractère exécutoire ou non. Ici, on avait notamment un CU qui n'avait pas fait l'objet d'un transfert au contrôle de légalité, donc au service de l'État. Le Conseil d'État vient trancher cette question en disant peu importe, ça ne fait pas échec à l'effet cristallisateur du CU. La deuxième précision apportée par la haute juridiction administrative dans cet arrêt concerne les demandes de permis et le contenu des demandes de permis. En l'occurrence ici, il y avait eu
une demande de permis qui avait été faite dans la durée donc, de cristallisation du CU et des pièces complémentaires qui, elles, avaient été apportées postérieurement au délai de 18 mois. Le Conseil d'État vient nous dire que, là encore, l'effet cristallisateur trouve quand même à s'appliquer, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de déposer un permis. Pour que l'effet cristallisateur marche, il faut que la demande de permis soit déposée dans le délai de 18 mois, mais rien n'empêche le pétitionnaire de compléter postérieurement au délai de 18 mois son permis. Ça ne fait pas échec donc à l'effet cristallisateur. J'entends préciser néanmoins ici que la demande de permis initiale était déjà bien construite. Voilà, on avait déjà un dossier qui était sérieux. Il ne faudrait pas, je pense, s'amuser à déposer un petit peu un dossier sommaire pour bénéficier de la cristallisation et de venir vraiment compléter de manière plus significative son dossier postérieurement au délai de cristallisation. Ça pourrait être un frein néanmoins à l'application de cet effet cristallisateur. Voilà, on va continuer donc sur la cristallisation, régime de cristallisation, mais cette fois-ci concernant les lotissements. Alors, un arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2024, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais il est important pour la pratique des lotissements. Vous savez que, alors c'était en matière de lotissement soumis à déclaration préalable. Hein, je suis pas dans un lotissement soumis à permis d'aménager. On sait qu'en matière de déclaration préalable de division, la décision, elle devient caduque lorsque l'opération n'a pas eu lieu dans les 3 ans. Donc, on s'est toujours posé la question pratique de savoir ce qu'était l'opération de division. Faut-il faire toutes les divisions qui sont décrites dans la déclaration ou est-ce qu'on peut en faire certaines? La réponse du Conseil d'État dans cet arrêt, c'est oui, il suffit d'en faire certaines. Donc, la réalisation d'une vente dans une DP de division portant sur plusieurs lots interrompt le délai de validité du délai de 3 ans. Et donc, pourquoi c'est important? Eh bien, c'est parce que pour bénéficier de la cristallisation pendant 5 ans des règles d'urbanisme applicables à la date de l'ADP, il faut que l'ADP reste valable. Évidemment, si on perd le bénéfice de sa DP, que la durée de validité est échue, on ne bénéficie plus de la cristallisation. Donc, il suffit qu'une vente ait lieu dans une DP pour garder le bénéfice de l'ADP et donc de la cristallisation pendant les 5 ans. Le Conseil d'État ajoute, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cet arrêt, mais qui soulève aussi pas mal de questions, c'est qu'il n'est pas obligatoire que cette cession qui intervient dans le délai de validité porte sur des lots à bâtir. En l'occurrence, ce lotissement était, vous connaissez très bien le dossier puisque c'est nous qui avons représenté la commune devant le TA, devant la cour. Le dossier était très particulier et prévoyait des lots qui étaient affectés à des voiries. Et donc le Conseil d'État a considéré que la cession des lots voiries suffisait pour interrompre le délai de validité et donc assurer la cristallisation, quand bien même la vente des lots à bâtir n'était pas intervenue. Ce qui a permis aux lotisseurs de bénéficier de la cristallisation pour le lot à bâtir dont la cession est venue après. Donc c'est un arrêt important puisqu'il consacre la solution qui paraissait quand même assez évidente, que seule une partie des lots peut être vendue pour interrompre le délai de validité du délai de 3 ans. Alors, Lucie, sur la destination des constructions existantes. Après vous avoir parlé d'usage tout à l'heure, je vais vous parler de destination des constructions existantes. C'est un sujet qu'on retrouve assez régulièrement en urbanisme et le Conseil d'État, par une décision de juillet 24, est venu préciser, lorsque la destination de l'immeuble, en raison de son ancienneté, n'était pas consacrée par une autorisation d'urbanisme, comment faire pour déterminer cette construction, cette destination. En l'occurrence, c'est important de revenir sur les faits pour bien comprendre le raisonnement du Conseil d'État et aussi de lire les conclusions du rapporteur public qui sont assez éclairantes. On a un bâtiment qui a été construit à la fin du 19e siècle. C'était des ateliers à usage d'imprimerie. Assez rapidement, c'est devenu une école, puis un centre de recherche dans les années 70. Et enfin, de 84 à 2015, donc pendant une petite trentaine d'années, c'est devenu une école d'enseignement supérieur.
À partir de 2015, le bâtiment est vide et il fait l'objet d'une opération de restructuration dans les années 2020. La ville de Paris, pour une fois, venait dire que ce bâtiment avait une destination de bureau et pouvait du coup faire l'objet d'une restructuration sans changement de destination. On n'avait pas d'autorisation administrative qui venait consacrer la destination de la construction. Donc, en réalité, les juges ont dû se fonder sur soit les caractéristiques propres de la construction, soit d'autres éléments. Dans notre cas, il s'agit d'un bâtiment urbain qui n'a pas nécessairement de caractéristiques propres, le Conseil d'État n'ayant reconnu la présence de caractéristiques propres pour le moment qu'aux bâtiments d'habitation. Là, en l'occurrence, on comprend que ce bâtiment, il aurait pu servir de bureau, d'école, d'imprimerie, en faisant l'objet de simples aménagements intérieurs et pas vraiment de travaux d'urbanisme, de transformation, de sorte qu'il n'avait pas de caractéristiques propres permettant une seule affectation. Dans ce cas précis, le Conseil d'État vient nous dire il faut regarder finalement les éléments de fait. Et les éléments de fait, c'est quoi? C'est l'usage effectif de l'immeuble. Or, en l'espèce, l'usage effectif le plus long, le plus sérieux et finalement le plus récent, c'est une école des hautes études en sciences sociales. Dès lors que pendant plus de 30 ans, on a eu cette affectation-là, cet usage-là, on n'a pas réussi à prouver qu'une autorisation d'urbanisme aurait été nécessaire pour autoriser cet usage et le régulariser. C'est celui-là qui doit être pris en compte et du coup, notre destination a bien une destination de notre construction a bien une destination de SINASPIC, c'est-à-dire d'équipements collectifs, en l'occurrence d'établissements d'enseignement supérieur. Donc, sur la slide d'après, j'ai essayé de montrer un petit peu quel était le process pour déterminer la destination des constructions existantes. Notre cas, c'est celui qui est en vert et qui, du coup, correspond à un cas précis, c'est-à-dire construction ancienne, pas d'autorisation d'urbanisme, pas de caractéristiques propres qui permet qu'une seule affectation. Et donc, dans ces conditions et sous ces réserves, la destination correspond à l'usage effectif prédominant de la construction. J'ajoute que la Cour de cassation a rappelé un principe, mais bien connu des professionnels de l'urbanisme, qui est qu'un changement de destination, même sans travaux, depuis 2007, est soumis à autorisation d'urbanisme et qu'à défaut d'avoir obtenu cette DP, on commet une infraction pénale qui est donc susceptible de sanction. Voilà pour la détermination des destinations des constructions existantes. Le Conseil d'État vient donc bâtir une jurisprudence qui permet de nous aider à déterminer cette destination qui est souvent vraiment un point sensible et à enjeu des dossiers qu'on peut traiter, notamment en développement. Alors, autre sujet qui fait l'actualité jurisprudentielle, c'est le régime des prescriptions. On parle ici des prescriptions qui peuvent être prévues dans les autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire que je vais délivrer mon permis et je vais le délivrer avec des prescriptions. Un petit rappel sur ce sujet. D'abord, les prescriptions, pour être régulières, il doit s'agir donc de prescriptions qui sont là pour assurer vraiment le respect par le projet des règles d'urbanisme. Donc déjà, c'est le contenu de ces prescriptions. Et l'autre point qui encadre ces prescriptions-là et qui font qu'elles seront considérées comme régulières ou non, c'est que ces prescriptions doivent avoir un caractère mineur. Elles ne doivent pas entraîner de modifications trop significatives du projet. Voilà comment donc est borné le fait de prévoir des prescriptions dans un permis. Assez récemment, on est en juin 2020, le Conseil d'État est venu apporter une précision importante concernant ces prescriptions et concernant plus précisément leur application sur le fondement donc de l'article R111.2 du Code de l'urbanisme. Cet article-là, l'article R111.2 du Code de l'urbanisme, vous le savez, qui est relatif au fait qu'un projet doivent respecter des conditions qui permettent d'assurer la sécurité et la salubrité publique.
Et dans cet article R111.2, il est prévu qu'un projet ne peut pas être refusé sur le fondement de l'article R111-2 si le projet aurait pu être assorti de prescriptions. Dans l'arrêt du Conseil d'État de juin 2020, il est précisé que, notamment, quand un projet est desservi par une voie qui n'est pas une voie publique, qui n'est pas une voie privée ouverte à la circulation générale, donc où mon titulaire de permis doit justifier d'une servitude de passage pour pouvoir voir délivrer l'autorisation d'urbanisme, je suis en la possibilité de ne pas refuser le permis de construire s'il n'a pas justifié sa servitude de passage dans son dépôt de permis de construire, mais d'assortir le permis d'une prescription qui précisera qu'il devra justifier de la servitude de passage au moment du dépôt de la déclaration d'ouverture du chantier. Cette jurisprudence a été très intéressante et on vous a mis donc une application récente du théâtre Grenoble. Donc là, c'est une jurisprudence interne où on avait un dossier où le permis de construire avait été délivré. Le pétitionnaire était persuadé qu'il était titulaire d'une servitude de passage. Donc, il a déposé son dossier en faisant apparaître vraiment la servitude de passage. Il y a un contentieux contre son permis de construire. On doit à ce moment-là justifier de la servitude de passage. La servitude de passage n'existe pas finalement, il n'est pas titré, il n'a pas cette servitude de passage. On a du coup fait déposer un dossier de permis modificatif en précisant simplement que du coup la servitude de passage sera produite au moment de l'ouverture du chantier. La commune a pris un arrêté de permis modificatif en du coup indiquant une prescription avec la demande de ne pouvoir exécuter les travaux qu'une fois qu'on aura justifié de l'obtention de la servitude de passage, et ça nous a permis de sauver le permis. Néanmoins, en parallèle, il est en train de faire une action en désenclavement auprès du tribunal judiciaire. Donc après, va se poser la question, est-ce qu'on arrivera à obtenir du tribunal judiciaire la servitude avant que son permis soit caduc. Voilà, là, il va falloir composer avec ça. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui un mécanisme qui fonctionne très bien. Et la question qui se pose, c'est en dehors du champ que je viens de vous expliquer, notamment du R111.2, donc les questions qui sont liées à la sécurité ou la salubrité publique, où il est vraiment prévu que du coup, je ne peux pas refuser un permis si je peux la sortir de prescription. La question qui se pose et qui est donc vraiment une réflexion des juridictions administratives, c'est est-ce qu'en dehors de ce cas-là, il y a une obligation ou une faculté pour la commune de ne pas refuser un permis quand elle pourrait l'accorder en l'assortissant de prescription. On a sur ce point-là aujourd'hui des tribunaux administratifs qui ont des positions un petit peu divergentes. C'est ce que je vous ai mis là dans la slide. Vous avez d'abord le tribunal administratif de Lille qui, lui, se prononce en faveur de l'obligation. Pour lui, en dehors même de l'application de R111.2, j'aurais une obligation pour la commune de délivrer mon permis avec prescription quand c'est possible, plutôt que de le refuser. Le théâtre Toulon, lui, a une position différente. Il dit que c'est une simple faculté et ce n'est pas une obligation. Alors, quelle est la différence? La différence se joue sur l'appréciation qui est faite derrière par le juge administratif. Si c'est une obligation, le contrôle du juge sera un contrôle maximum sur la position de la commune. Si c'est une simple faculté, c'est un contrôle minimum du juge administratif qui sera limité à ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation. Mais en tout cas, dans les deux cas, on voit bien que la tendance jurisprudentielle, c'est de dire aux communes, vous ne pouvez pas refuser quand vous pouvez accorder avec une prescription. Sur ce point-là, le TA de Toulon a posé une question au Conseil d'État, donc c'est ce que je vous ai mis en dernier, donc une question du 18 octobre 2024. Le Conseil d'État est saisi pour avis pour que la haute juridiction administrative se prononce sur le régime des prescriptions et vienne vraiment dire quel est le mode opératoire. Est-ce que c'est une faculté? Est-ce que c'est une
obligation, ou est-ce que ce n'est ni l'un ni l'autre et que du coup, en dehors des cas où c'est prévu par les dispositions réglementaires, je repense à R111.2, il n'y a pas d'obligation de faire utilisation de prescription et quand le projet n'est pas conforme, je refuse tout simplement. Donc ça reste encore à l'état de questionnement et c'est vraiment un point qui est à suivre de près. Autre sujet qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. L'opposabilité des OAP. Donc, vous savez qu'une orientation d'aménagement et de programmation va s'opposer aux autorisations d'urbanisme dans un rapport qui est un rapport de compatibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Ici, le Conseil d'État est venu néanmoins préciser que l'OAP devait s'apprécier de manière globale. Donc, quand on a un projet qui vient s'implanter dans une OAP, mais que ce projet-là ne couvre pas l'intégralité de l'OAP. Donc, c'est-à-dire que j'ai une OAP qui est assez large et moi, j'ai un projet qui ne vient que consommer une partie de l'OAP. Je ne dois pas, ce que nous dit le Conseil d'État, apprécier l'OAP par rapport à mon projet, mais je dois vraiment avoir une approche à l'échelle de l'intégralité de mon OAP. Ici, la question qui s'était posée, c'était celle où, dans l'OAP, il était prévu que je devais réserver les espaces de rez-de-chaussée des constructions à des locaux commerciaux. Le but, c'était d'arriver à avoir une mixité fonctionnelle. Je devais créer du logement, mais je devais aussi prévoir des commerces pour un objectif de mixité fonctionnelle. Le projet en question porte sur des logements, mais il n'a aucun local de commerce qui n'est prévu au rez-de-chaussée. En l'occurrence, la commune ici avait refusé le permis de construire en considérant qu'il y avait une incompatibilité avec cette OAP. Ce refus-là est censuré cette réflexion-là est censurée par le Conseil d'État qui considère que la commune a commis une erreur de droit dans son application de l'OAP. Et le Conseil d'État va voir qu'il y avait déjà d'autres projets qui avaient été accordés dans le périmètre de l'OAP et qu'à l'échelle de ce périmètre de l'OAP, on avait bien des commerces qui avaient été prévus en rez-de-chaussée. Là était notamment identifiée une voie particulière tout au long de laquelle il devait y avoir ces commerces en rez-de-chaussée. Et il considère du coup que le projet en soi ne vient pas rendre ne méconnaît pas l'OAP. Voilà l'approche qui est adoptée par le Conseil d'État. Donc, c'est une précision importante. J'enchaîne cette fois-ci sur la question de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser. Là, on parle évidemment, donc vous savez, dans les zones à urbaniser, j'ai deux types de zones à urbaniser. J'ai les zones à urbaniser qu'on dit déjà ouvertes, donc qui sont déjà constructibles sous conditions. Et puis, j'ai les zones à urbaniser fermées. Ces zones à urbaniser fermées, elles, ne sont en l'état pas constructibles. Il faut mettre en œuvre une procédure d'évolution du PLU pour qu'il puisse avoir des autorisations d'urbanisme qui seront délivrées dans ces zones-là. Le principe, c'est que l'ouverture des zones à urbaniser fermées se fait dans le cadre d'une procédure de modification du PLU. C'est le principe. Ce principe est néanmoins soumis à des conditions. Pour que je sois bien dans le champ de la procédure de modification, il faut que ma zone à urbaniser ait été créée depuis moins de 6 ans ou depuis moins de 9 ans pour les zones qui ont été créées avant le 1er janvier 2018. Ça, donc, c'est un apport de la loi climat et résilience. Le fait de passer de réduire le délai de 9 ans à 6 ans. Donc ça, c'est la première condition, c'est donc une date de création de ma zone à urbaniser. Pour que je sois aussi dans le champ de la modification, soit ma zone donc a été créée il y a moins de 6 ans ou moins de 9 ans,
ou il faut que dans ma zone, il y a eu des acquisitions foncières significatives. Quand ces conditions sont remplies, eh ben, je suis dans le champ de la modification. En revanche, je bascule dans le champ de la révision. Si ma zone a été créée depuis plus de 6 ans ou si elle a été créée depuis plus de 9 ans pour les zones créées avant le 1er janvier 2018 et pour le coup, si ma zone n'a pas fait l'objet d'acquisition foncière significative. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 18 novembre 2024, vient clarifier le point de départ du délai de 6 ou 9 ans. La question qui se posait, c'est est-ce que c'est par rapport vraiment à la création ab initio de cette zone de AU ou est-ce que, du coup, je peux prendre en compte les évolutions postérieures de mon PLU? C'est désormais tranché par le Conseil d'État. C'est soit la date de création, donc le classement initial, soit la date à laquelle il y a eu donc une révision générale. S'il y a eu une révision générale, et quand bien même le secteur concerné était antérieurement déjà classé en zone à urbaniser fermée, je vais prendre en compte la date donc de la révision générale de mon document d'urbanisme pour computer ce délai. Là, je vais aller assez rapidement. C'est ce qu'on appelle un petit peu le principe d'étanchéité des zones. Ça concerne donc les terrains qui sont à cheval sur 2 zones. Quand j'ai un terrain qui est à cheval sur 2 zones, vous savez que je dois, pour mon projet, appliquer les règles d'urbanisme en prenant en compte donc la partie de mon terrain qui est classée dans chacune des zones. Ici, j'avais un terrain qui était classé pour partie en zone agricole et pour partie en zone urbaine. Le propriétaire du terrain avait sa construction principale qui était classée en zone urbaine. Il a voulu donc aménager, en l'occurrence des garages, donc il avait son habitation sur la zone U, il a voulu aménager des garages et donc ces garages étaient implantés en zone A. Le PLU précisait simplement que dans la zone agricole, les annexes aux constructions d'habitation étaient autorisées. Donc lui, il a déposé son permis sur cette base-là. Le tribunal administratif de Grenoble est venu donc rappeler que pour que, dans ce cas-là, l'annexe puisse être autorisée, il faut que la construction principale soit elle-même en zone agricole. Je ne vous cache pas que dans ce dossier, on a donc obtenu gain de cause, mais qu'il y avait des conclusions défavorable du rapporteur public. Donc là, nous, en l'occurrence, on défendait la commune qui avait refusé le permis de construire en appliquant les dispositions de chaque zone. Le rapporteur public, lui, considérait que, vu que le PLU ne précisait pas que ça devait être des constructions principales qui sont dans la zone A, et ben, dans le silence du PLU, on pouvait considérer qu'il répondait donc aux conditions de la zone agricole. Et finalement, donc, le tribunal administratif de Grenoble nous a suivis. Maintenant, notre conseil, dans ce cas-là, c'est quand même mieux de l'inscrire dans le PLU. Ça clôt définitivement les discussions. On a terminé. Les questions, voilà, on a terminé. Donc, on a un peu débordé sur la présentation et on va donc avoir un temps de réponse à vos questions. Donc, sur le chat, pour l'instant, on a des questions essentiellement qui concernent le décret solarisation. Donc, je relaisse la parole à Jean-Marc. Il n'y en a pas une nouvelle depuis non, je crois qu'il y en a une. Sinon, comment je tombe donc, solarisation s'applique aux nouveaux bâtiments avec ou parking existants. Alors, il faut prendre disposition par disposition. C'est ce qui fait la complexité du dispositif. Pour les bâtiments d'activité de plus de 500 mètres carrés, les dispositions, elles sont applicables en cas de rénovation lourde, avec une définition de la notion de rénovation lourde dans le décret du 18 décembre 2023. Lorsque les stationnements sont associés à ces bâtiments-là, il y a aussi une notion de rénovation lourde. Donc, on entre dans l'obligation d'avoir des stationnements vertueux pour les eaux pluviales
lorsqu'on fait une rénovation lourde de places de stationnement, cette notion étant également définie par le décret. Quand on est au-delà de 500 mètres carrés et au-delà de 1500 mètres carrés, c'est moins facile. Enfin, c'est évident pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés, puisqu'on a des dates butoirs pour se mettre en conformité pour des parkings existants. Donc, il est clair qu'il y a des dispositions qui sont très fermes, avec une obligation ferme sur les parkings existants. Pour les parkings de plus de 500 mètres carrés, qui sont soumis au code de l'urbanisme L111-19.1, c'est plus difficile à cerner, mais on va être, je pense, concerné par les parkings existants lorsqu'on va tomber dans les rénovations lourdes des places de stationnement qui sont associées à des bâtiments d'activité. Mais cette articulation est difficile. Encore sur les parkings existants, c'est une autre question. Les parkings existants ne risquent-ils pas d'être découpés en plusieurs petits parkings séparés pour échapper à la règle? Pour les nouveaux, oui. Par contre, pour les dispositions qui s'appliquent aux parkings existants de plus de 1500 mètres carrés, ce risque, il est peut-être moindre parce que les obligations de faire qui concernent les parkings existants visent des parkings existants au 1er juillet 2023. Donc, s'il s'agit de redécouper des parkings existants qui existaient au 1er juillet 2023, il y a sûrement une notion de fraude et de saucissonnage qui ne sera pas très efficace puisqu'on prend ces parkings tels qu'ils existaient. Enfin, on devrait en principe prendre ces parkings tels qu'ils existaient au 1er juillet 2023. Un mot sur la présence d'arbres sur les parcs de stationnement. Effectivement, on aurait pu y consacrer un petit peu de temps. Là aussi, il faut distinguer entre les dispositions. Quand on est sur des parkings de plus de 500 mètres carrés et donc soumis aux dispositions du Code de l'urbanisme, on choisit entre l'ombrière PV ou les arbres, puisqu'on a une obligation d'ombrage sur les 50%. Si on choisit l'ombrage, on doit avoir ces 50% par des arbres à canopée large et répartis sur la surface du tènement et à raison d'un arbre pour 3 places. Donc, c'est des conditions à respecter pour atteindre ces 50%. Pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés, spécifiquement, il y a une disposition qui nous dit que l'obligation de solarisation, elle cède si justement 50% de la surface du parc est déjà plantée par des arbres à canopée large avec un arbre pour 3 places de stationnement et à canopée large. Alors, dans le décret qui vient de sortir du 13 novembre, il est dit arbre existant ou susceptible de. Donc, on peut penser que la plantation aujourd'hui de 50% en arbre permet de se dégager de l'obligation de solarisation si à terme, ces arbres vont occuper les 50% une fois que la canopée sera développée. Mais bon, ça, c'est notre vision sur l'application pratique de ces dispositions. On en vient au PLU qui suscite toujours beaucoup de questions. Est-ce que l'article L111-16 du Code de l'urbanisme ne permet pas de faire échec au PLU? Si, l'article L111-16, il est très ancien, il permet de faire échec au PLU, mais pour des règles qui concernent l'aspect extérieur. C'est le champ de cette règle-là. Donc, ça peut concerner effectivement des sujets de façade végétalisée ou de toiture végétalisée, parce qu'on est bien dans une notion d'aspect. Le problème avec les ombrières, c'est qu'elles ne posent pas qu'une question d'aspect par rapport aux règles d'urbanisme, elles posent des questions d'emprise. Et du coup, on est hors champ du L111-16 lorsque c'est l'emprise qui pose problème. Dans le Code de l'urbanisme, il y a des exceptions qui sont prévues pour les règles d'emprise. Il est possible que ces règles-là soient revues par la loi en cours de discussion pour justement permettre plus de dérogations possibles aux règles d'emprise des PLU. Donc, pour certains propriétaires, les communes doivent impérativement accepter sans condition les installations, peu importe le PLU. C'est justement là le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette question n'est pas réglée. Et comme il n'y a aucune règle qui permet d'écarter comme ça obligatoirement un PLU, on considère que le PLU aujourd'hui s'applique, que les obligations s'appliquent et qu'on est en présence d'un réel conflit de normes. Et que non, aujourd'hui, on ne peut pas dire les règles du PLU s'écartent nécessairement
devant l'obligation de respecter les dispositions légales. Donc, ça aussi, c'est notre position. Le seul cas où on pourrait écarter les règles d'urbanisme, c'est si ces règles d'urbanisme étaient illégales. On peut concevoir, par exemple, enfin ça arrive, que les règles d'urbanisme soient modifiées ou révisées pour empêcher certaines installations. On l'a vécu pour les antennes de téléphonie mobile, on l'a vécu pour les éoliennes. Peut-être que certaines communes vont, dans les occupations du sol admises dans le PLU, éliminer les ombrières. C'est possible. Mais il faudra que ça soit justifié. Ce n'est pas par principe qu'on peut interdire une installation comme celle-là. Donc, sauf illégalité de la règle manifeste, le PLU, pour le moment, tant que la future loi n'est pas prévue qui donne la priorité à l'obligation de solarisation, mais tant que cette loi n'est pas passée, malheureusement, pour les opérateurs, pour les propriétaires, malheureusement, on applique un PLU défavorable, sauf manifestement illégal. Enfin, on ne s'est pas concerté sur la réponse, mais en tout cas, c'est la mienne, comme dirait l'autre. Je crois que c'est tout pour mes questions. Alors, une autre question qui concerne l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser. La question porte sur, si il est effectivement prévu une zone à urbaniser fermée, donc qui suscite une procédure d'évolution du PLU, mais qu'il est également prévu dans cette zone déjà que puissent être autorisées les constructions d'équipements d'intérêt collectif. Est-ce que je suis quand même obligée de faire évoluer mon PLU pour permettre la délivrance des autorisations d'urbanisme qui concerneraient donc cet équipement d'intérêt collectif? Ce sont des problématiques qu'on rencontre souvent dans les PLU. Et là, ça va vraiment dépendre de la rédaction du règlement du PLU concerné. Il faut qu'il soit vraiment très clair sur le fait qu'il autorise déjà ces équipements d'intérêt collectif et que cette autorisation-là ressorte également bien du rapport de présentation pour qu'on puisse vraiment tirer de la rédaction du règlement du PLU, qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que c'est fermé, mais d'un autre côté, que j'autorise les installations d'intérêt collectif. Il faut vraiment que l'intention des auteurs du PLU ressorte aussi du rapport de présentation. Parce que souvent, malheureusement, on a l'impression que ça a été rédigé sans vraiment être pensé et qu'il peut y avoir en fait une incohérence entre ce qui est prévu dans mon règlement du PLU et le rapport de présentation qui me dit la zone elle est complètement fermée à l'urbanisation. Donc sous cette réserve-là, du coup, il pourrait être autorisé ces constructions-là si le règlement le permet. Mais attention quand même, dans ce cas-là, à être vigilant sur la rédaction du règlement. Mais la question a un prolongement dans la mesure où si c'est fermé, oui. Est-ce que modifier le PLU est une ouverture à l'urbanisation? Simplement pour admettre les équipements collectifs. Et là, la question peut se poser quand même. Donc, il y a éventuellement plusieurs questions dans celle-là. Qu'est-ce qu'on ne serait pas obligé de limiter, de ne pas limiter justement la modification du PLU à l'autorisation des bâtiments collectifs, mais de l'autoriser plus largement pour que ça soit une réelle ouverture à l'urbanisation? Est-ce que ça serait vraiment une ouverture à l'urbanisation que d'autoriser un équipement collectif? Ça dépend sûrement collectif probablement. Ouais. Ça dépend. Sûrement de sa densité et de sa surface. Mais effectivement, ça, c'est une question qui peut se poser. On a peut-être une réponse en jurisprudence quand on est obligé de regarder qu'est-ce que la notion d'ouverture à l'urbanisation. On avait avant une concertation quand on ouvrait à l'urbanisation des zones NA à l'époque dans les POS. Et il y a sans doute eu de la jurisprudence sur la notion d'ouverture à l'urbanisation. Alors, une dernière question. Pourriez-vous préciser la notion juridique de gestion vertueuse des eaux pluviales? Est-ce en rapport à la chimie, séparateur, traitement ou à la régulation, saturation des réseaux? Non, c'est bien défini techniquement par le décret. C'est tous les systèmes qui permettent l'infiltration. Il y a une idée d'améliorer les sols.
ou en tout cas d'être vertueux sur le plan environnemental. C'est tout ce qui facilite l'évaporation et l'infiltration, pour faire simple. Mais il faut se référer au décret et à l'arrêté qui définissent très précisément cette notion. Parfait. Il est 10 heures pile, donc voilà, on en termine avec cette matinale. Bien évidemment, on vous transmettra à tous le diaporama, la présentation, après avoir fait quelques modifications. J'ai vu quelques coquilles, notamment dans une de mes slides. Voilà, et donc on peut laisser ouvert éventuellement pour la salle. Pour les questions de la salle, si jamais, oui, bien sûr. Voilà. Vous pouvez rester, on va répondre aux questions des personnes qui sont présentes dans la salle. S'il y en a, hein, peut-être que vous êtes... Des questions? Oui. Alors, non, sur la GFA par tranche, puisque j'ai le cas. En fait, est-ce que le fait de partir sur un PA modificatif qui fait apparaître des tranches avec une GFA par tranche, elle permet de bénéficier en fait d'un report des travaux de finition à l'intérieur du périmètre du permis d'aménager. Qui était déjà le cas. Oui. Vous aviez cette faculté-là avant. Donc, Mais est-ce que, parce qu'en fait, quand on a une opération qui est effectivement soumise à une seule GFA, la GFA, en fait, elle donne une date de finition. Oui. C'est plus le cas là. L'arrêté ne donnera plus de date d'achèvement. D'accord. Ok. Plus de date d'achèvement dans l'arrêté qui autorisera les permis par tranche. Enfin, les GFA par tranche. Il n'y aura plus de date prise sur la... Oui, d'accord, ok. Voilà, et puis l'objectif quand même, c'est de pouvoir achever les travaux de finition et de ne pas gêner la finition des voiries. Donc je pense qu'on aura toujours cette possibilité-là de différer les travaux de finition au-delà des travaux de construction et de circulation sur les voies, puisque c'était la logique. Oui, mais là, par exemple, typiquement, c'est celui de Montanet, au Grand Lyon. Le Grand Lyon, aujourd'hui, refuse de repousser la date des travaux de finition. Oui, mais c'est en dehors du dispositif GFA. Voilà, donc en fait, il faut qu'on... En dehors du dispositif GFA, aujourd'hui, une collectivité n'est pas obligée de repousser les délais. Oui, voilà. Donc on va peut-être passer par... A priori, ça n'a pas d'incidence sur ces sujets-là. Peut-être que la GFA par tranche te permettra de dire j'ai une tranche pour mes travaux de finition. Voilà. Oui. Donc, s'il y a une tranche pour les travaux de finition, dans ces cas-là, on peut effectivement avoir l'interprétation de dire voilà. Ouais. Il n'y a pas une obligation de faire tous les travaux de finition d'une seule fois, mais donc par les trancher. Ouais. Et c'est d'autant plus logique pour des travaux de finition, puisque la logique, c'est de les faire en tout dernier, quoi. Les faire pour justement. Je pense que le mécanisme permet d'avoir une assurance de pouvoir repousser effectivement les travaux de finition, alors que dans le système actuel, c'est qu'une faculté pour les collectivités. Ça. J'ai ma réponse. Parfait. D'autres questions? Merci. Merci. Donc, nous arrêtons cette matinale. Bonne journée à tous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.